Bonjour et bienvenue sur Litérol et ce nouveau numéro du hors-sujet que j'avais décidé de consacrer depuis quelques temps maintenant à mon expérience en tant qu'organisateur de jeux de rôle grandeur nature. On revient donc pour le deuxième hors-sujet qui sera consacré encore une fois à Drakéris. J'aimerais juste faire une petite aparté avant, histoire de discuter un peu de ce qui s'est passé, notamment sur la chaîne Spotify, pour ceux qui suivent uniquement la chaîne Spotify. Donc vous avez pu remarquer ne serait-ce que le changement de nom de la chaîne qui est passé donc de Littérol à l'antre du chroniqueur. Ceci afin de permettre un enregistrement d'une autre chronique qui est sortie là maintenant, notamment le premier épisode. Et donc cette autre chronique, c'est l'instant carrément pas nécessaire, et en fait ça permet pour moi de jongler sur deux chroniques, une consacrée vraiment au jeu de rôle et une autre sur les objets culturels en règle générale. Donc c'est un peu plus pratique pour moi, ça me permet de moins me prendre la tête sur est-ce que je peux aborder tel sujet ou non. Et en fait, ça ramène l'idée que Litérol reste quand même, encore une fois, le podcast sur lequel je travaille le plus ou qui me demande le plus de travail en soi. Les deux autres étant beaucoup plus souvent des billets d'humeur ou des billets de réflexion. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus. Je rappelle aussi que j'ai ouvert une chaîne YouTube, l'Entre du Chroniqueur, qui diffuse les podcasts, mais aussi des actuels plays du jeu Gotham City Chronicles. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez toujours la page Patreon qui servira à rediffuser pour ceux qui paieront. Voilà, il y a 1 euro de participation, mais à partir de 1 euro, vous aurez accès au live Twitch que je fais sur cette partie d'Actual Play, live Twitch non monté. Alors, pas encore 24 heures après leur diffusion, mais on va s'approcher très rapidement de ça. Donc voilà, c'était pour toutes les nouvelles un petit peu de tout ce qui est les chaînes, les sorties, voilà. Pour l'épisode 3 sur Vampire la Mascarade de Litérol, je le dis maintenant parce que de toute façon, je suis maintenant sûr et certain que ça ne sortira pas avant au moins le mois de juin. Donc ça fait que effectivement j'accumule énormément de retard sur ça. Je reste sur ce que j'avais prévu à la base, donc cet épisode de Litérol parlera de l'influence directe de Vampire la Mascarade sur les objets culturels. Je sais pas encore sur quoi j'enchaînerai après. Je pense que donc il y aura bien sûr l'épisode 4, etc. Mais donc voilà, j'abandonne pas Litérol, hein, bien sûr. C'est juste pour vous dire que voilà, ça prendra plus de temps pour sortir les autres épisodes parce que j'essaye d'y mettre vraiment du travail et à chaque fois un travail assez sourcé et des articles critiques que j'ai source également à chaque fois dans chaque vidéo et autres. Ce qui fait que ça me prend un peu de temps, donc parce que j'essaie d'avoir l'objet et le sujet le plus complet possible. Surtout que comme vous avez pu le voir dans l'épisode 2, je ne fais pas de revue en fait, juste des différents clans ou de standing, j'essaie vraiment d'avoir un propos qui se défend. Donc, pour cet épisode 2 de Litérol hors sujet, donc comme je l'avais dit, consacré à mon expérience en tant qu'organisateur de jeux de rôle grandeur nature, je voulais revenir rapidement, ou du moins essayer de revenir un peu rapidement sur ce que j'essaie de démontrer ici et ce que j'essaie de définir ici. À savoir comment finalement le jeu de rôle et comment l'écriture du jeu de rôle, notamment d'un grandeur nature, va modifier la perception d'un univers qu'on essaie de vendre aux spectateurs ou aux joueurs. Ce qui m'intéresse, c'est que très souvent, il y a cette relation qui est assez simple dans les livres de jeux de rôle, à savoir que la plupart du temps, on nous explique qu'on va nous donner des indices, on va nous donner des informations, on va nous donner quelques pistes en fait, mais que concrètement, c'est au maître du jeu de diriger son jeu et de faire un peu comme il l'entend. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un pacte du lecteur entre l'auteur du livre de jeu de rôle, du livre de règles de jeu de rôle, et son propriétaire, donc la personne qui l'achète et qui va donc normalement d'être le maître du jeu pour ses camarades. Ce qui est intéressant pour moi par rapport à ça et ce genre de choses, c'est le fait que, eh bien, on remarque que ce pacte du lecteur, qui est un pacte narratif assez commun dans les livres, là concerne le fait que euh, l'auteur autorise, même si de toute façon rien ne pourrait l'empêcher de le faire, mais autorise donc le maître du jeu à modifier son univers. Là, vous allez forcément vous demander, mais pourquoi est-ce que je parle de ça, surtout dans un contexte comme le jeu de rôle grandeur nature? Eh bien parce que ce pacte-là, il est toujours fonctionnel à partir du moment où il est sur un système réduit. C'est-à-dire que si vous faites un pacte de lectorat avec une personne, deux, trois, quatre personnes, ça peut fonctionner parce que la vision de votre maître du jeu va impliquer la vision des joueurs. Vous avez la vision d'une personne qui va, à partir de là, se transmettre aux autres personnes autour de la table.
Et ce nombre d'intervenants qui est plutôt réduit, en fait, va faire que concrètement, pour un maître du jeu, il va pouvoir beaucoup plus fournir une espèce d'imagerie comme ça et un système que tout le monde va comprendre. De plus, étant donné qu'on est dans une situation où, en règle générale, on est dans un cadre adapté à ce jeu, le maître du jeu va pouvoir revenir sur des choses qu'il a expliquées, qui ont pu ne pas être comprises par certains joueurs, et donc effectivement ça peut créer une forme de coupure dans ce qu'on appelle le roleplay, mais c'est tout à fait possible et c'est même tout à fait envisageable pour un maître du jeu, parce qu'encore une fois on est dans un cadre qui est totalement privé. Pour un jeu de rôle grandeur nature, la situation change, parce que vous n'avez pas un maître du jeu traditionnellement, vous en avez plusieurs, et vous avez de la même manière un univers que vous devez essayer de développer ou de faire comprendre à plus de protagonistes. Et étant donné que vous n'êtes pas forcément dans un cadre dit privé, privatif, vous n'êtes pas autour d'une table, vous devez essayer de faire comprendre vos idées, vos concepts à tout le monde et que tout le monde le comprenne. Et là, vous vous doutez bien que par rapport à ce que je raconte depuis l'épisode 1 sur Dracarys, c'est là où ça va devenir intéressant et c'est là où ça va devenir problématique. Puisque, bien évidemment, lorsque votre jeu de rôle grandeur nature concerne 10, 15, 20 personnes, vous pouvez déjà constater les difficultés à l'idée que tout le monde ait le même bagage intellectuel et culturel pour comprendre des affirmations ou des informations que vous allez leur donner. Mais, dans la situation qui est celle dont on va parler, où vous n'en avez pas 10, 20 ou 30, mais 500, vous multipliez forcément à partir de là le ratio de potentielles idées ou images que les gens vont coller sur des sujets, à la différence de vous-même, et donc le fait de devoir essayer d'expliciter ou d'expliquer vos pensées ou vos idées à ce plus grand nombre fait qu'elles vont aussi être normalement moins comprises par les gens. Donc je suis désolé pour ce côté un peu nébuleux du départ, mais ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est le deuxième épisode dont on va parler aujourd'hui en hors sujet, c'est comment transmettre la vision de son univers à des joueurs en grandeur nature. Et plutôt que de dire ça, en fait, il faudrait plus même parler de comment accepter l'impossibilité de transmettre la vision de son univers à des joueurs de jeux de rôle grandeur nature. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir par rapport à ça, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt quand je parlais que nous n'avions pas tous le même bagage intellectuel et culturel. Attention, ça ne veut pas dire que les gens auxquels vous parlez, à qui vous vous adressez, sont stupides. Ça veut juste dire qu'en fait, ils n'ont pas forcément le même vécu, ils ne mettent pas les mêmes informations et les mêmes choses sur les mêmes mots. L'exemple concret par rapport à Dracarys, c'est que lorsque j'ai signé pour Dracarys, on m'a expliqué que cet univers était un univers de dark fantasy. Et rien que là, le fait de vous employer ce terme, la possibilité quand vous écoutez ce dont je suis en train de vous parler, c'est déjà qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de dark fantasy. Normalement, si on est parfaitement logique, il y a très peu de chances que vous mettiez les mêmes œuvres et les mêmes images que moi lorsque je vous dis dark fantasy. Parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes approches culturelles. La problématique quand on est dans un univers de GN en fait, et que par exemple moi on va me dire il faut faire un univers de dark fantasy, c'est que moi je vais y accoler toute une série de choses globalisées, qui vont essayer de l'orienter dans ce sens-là. Or, c'est très compliqué et très complexe d'essayer d'aller vers un univers de dark fantasy. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse de parler maintenant, parce que pour moi, l'une des principales erreurs lorsqu'on organise un GN, c'est de justement confondre ces options, ces idées, ces images, et de se dire que tout le monde a les mêmes référentiels. Donc sans faire un podcast sur qu'est-ce que la dark fantasy, parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour ce que je raconte, je vais rapidement essayer de faire le tour de 2 ou 3 univers qui sont pour moi des univers de dark fantasy, et 2 ou 3 univers qui n'en sont pas. Premier univers qui me vient quand on parle de dark fantasy, c'est tout bête, et c'est, je pense, surtout générationnel, mais je pense à l'univers de Diablo. Et pourquoi je pense à l'univers de Diablo ? Parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai lu un roman qui parlait de Diablo, de l'univers de Diablo, et en fait ce roman, oui, on était dans un univers où on voyait que l'humain moyen, l'être humain qui est dans cet univers, n'est là que pour souffrir. C'est une créature qui est en proie à des situations et à des problématiques que je trouve assez incroyables, et en fait cette dichotomie entre le sens de Dark Fantasy pour moi et cet univers de Diablo, il est là. Un des univers de Dark Fantasy qui est souvent très employé aussi, c'est l'univers de Warhammer Battle. Alors Warhammer Battle, la licence par Games Workshop. Alors là-dessus, je dirais que ça dépend toujours de plusieurs facteurs. Le premier facteur principal, c'est ça dépend toujours où est-ce que vous êtes dans cet univers. Effectivement, l'homme moyen, l'humain moyen prend beaucoup de risques dans cet univers de fantasy qu'est Warhammer Battle, mais et c'est là où je voudrais
aller là-dessus, c'est est-ce qu'une personne qui est sur l'île des hauts elfes subit le même quotidien que quelqu'un qui est au fin fond de l'Empire? Est-ce que quelqu'un qui est dans la capitale royale d'Altdorf vit la même pression et la même violence et le même danger en fait que quelqu'un qui va se retrouver dans effectivement les tourbières de la Bretonie profonde, ou même dans un village qui est juste à côté de la forêt des elfes sylvains qui vont sortir faire des raids meurtriers, ou même tout simplement être en compagnie des hommes bêtes ou des orques qui sont à côté de votre village. Est-ce qu'un nain dans ces montagnes subit la même pression de la part de ces divinités et de la part de créatures fantastiques qu'un paysan? Et donc, vous voyez, en fait, il y a toujours ce côté de référentiel. Alors, le fait est que Warhammer Battle peut effectivement s'orienter vers de la dark fantasy. Là-dessus, je respecte complètement l'idée. Et la plupart du temps, le jeu de rôle, en tout cas, essaye d'amener les gens vers cette idée. C'est-à-dire que vous avez tout un système de gestion de maladie, où dès que vous vous coupez contre un arbre, potentiellement, vous pouvez mourir à cause de ça. Alors, effectivement, ça se rapproche d'une imagerie, ce qu'on pourrait dire un peu sombre, un peu difficile, mais est-ce que c'est vraiment de la dark fantasy? Vous voyez, rien que là, sur ces deux exemples, on peut s'interroger. L'exemple qui est souvent donné aussi par rapport à de la dark fantasy, c'est est-ce que le Seigneur des Anneaux est de la dark fantasy? Et on va vous répondre que non, bah regardez, il y a quand même Frodon, il y a quand même Aragorn, etc. On a des héros, et en fait on suit le parcours de ces héros. Très bien, on suit le parcours des héros, mais personne ne s'intéresse au parcours par exemple, des habitants d'Osgiliath, qui ont donc dû subir une invasion, qui se sont fait torturer, dont les actions et la survie a été absolument monstrueuse. Personne ne s'intéresse à tout simplement la mort, par exemple, d'un personnage comme Celebrimbor, qui va être utilisé comme un étendard par les armées de Sauron lorsqu'ils vont attaquer l'Eriador. Donc vous voyez, il y a tout ce bagage d'imagerie-là, font que, oui, le Seigneur des Anneaux peut parfaitement entrer, au moins dans une partie de son existence, dans de la dark fantasy. Donc c'est pour ça, vous voyez, là en fait ce que j'essaie de vous dire, c'est pas que je catégorise le Seigneur des Anneaux comme de la dark fantasy ou que Warhammer Battle n'en est pas. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout dépend toujours de votre référentiel. Un des autres exemples de dark fantasy qui marche bien selon moi, même si c'est un peu difficile à comprendre, c'est l'univers du sorceleur, donc de The Witcher, dans les jeux vidéo notamment qui ont été adaptés. The Witcher est un univers qu'on peut catégoriser comme de la dark fantasy. Oui, mais l'élément le plus rapproché de la dark fantasy dans l'univers de The Witcher, c'est le fait qu'effectivement il y a ces monstres qui attaquent les populations paysannes, et que non seulement vous avez la pression des régimes politiques qui se font la guerre, mais en plus vous avez ces gens du quotidien qui subissent des attaques de créatures monstrueuses qui vont torturer leur existence au fur et à mesure du temps, et qu'à cause de ça, ils sont obligés de faire appel à des professionnels, des espèces de plombiers de la chasse aux monstres, pour essayer de régler leurs problématiques. Ça, c'est intéressant pour moi, parce que justement, en fait, encore une fois, vous avez cette question du point de vue. Mais dans la situation, vous suivez le quotidien de quelqu'un qui est, en fait, à cette échelle on va dire, de paysannerie, à cette échelle de basse classe, qui subit cette pression de la fantaisie, en fait, et de cet univers dangereux et violent. Donc vous voyez, moi on me dit on veut faire de la dark fantasy, la première chose à laquelle je vais me projeter, la première chose dans laquelle je vais me projeter, c'est le fait de me dire ok, donc mes joueurs vont subir l'univers, vont subir les violences qui ont attrait à cet univers, les joueurs vont souffrir en fait. Ça, c'est ma vision des choses, en fait, au moment où on me dit Dark Fantasy. Et donc, je vais commencer à travailler dans cette optique. Euh, et en fait, assez tardivement, entre guillemets, après ce travail, je vais me rendre compte que vous avez, par exemple, tout un groupe qui va se monter à partir de jeux de mots. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser, en fait, le nom de leur pays qui s'appelle Canbator, et ils vont changer tout leur nom pour que le mot Cannes soit présent dedans. Mais quand je vous parle de jeu de mots, c'est au niveau il y en a un qui va s'appeler Cannes Apelli ou Vatican. Et en fait, déjà, vous voyez, au niveau de la situation, vous êtes dans une situation où vous essayez de rendre un univers sombre et sérieux, et vous avez ce genre de problématiques qui vont se lier. Et pour parler d'autre chose, pour pas montrer dans la polémique, en fait, vous allez aussi avoir, par exemple, un groupe qui va être écrit par un auteur, lequel est très très proche au niveau de ses aspirations et autres à tous les univers
type Terry Pratchett en fait. Et Terry Pratchett, effectivement, on est dans de la parodie de fantasy, de la parodie de high fantasy. Alors, vous voyez, là encore une fois, je suis sûr qu'il y aura des spécialistes de Terry Pratchett qui vont venir me voir en disant alors non, c'est pas précisément ça, mais vous voyez, ne serait-ce que toujours le dialogue qui est rendu difficile, mais dans tous les cas, effectivement, Terry Pratchett est connu pour avoir une écriture humoristique, à forcerie, moi je dirais parodique, et donc, y a un organisateur qui va gérer son équipe comme ça. Et là, vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Pour moi, non, pas tellement en fait, puisque effectivement, il peut y avoir un groupe qui va employer ou qui va utiliser cette imagerie un peu sombre, un peu sordide, un peu notoirement dégueulasse, tel que moi je le fais. Et de l'autre côté, bah oui, il y a un groupe avec quelques joueurs qui vont être dans cette ambiance un peu plus légère, un peu plus simple. La problématique, c'est à partir du moment où vous multipliez ça par non pas 2, 3 camps, mais par 10, 11 ou 12, et où chacun va avoir son optique différente, bah là en fait ce que vous faites, c'est que vous multipliez les risques, encore une fois, que les choses soient mal interprétées. Par rapport à ça, et je tiens à le dire, puisqu'on va rentrer là maintenant dans une analyse profonde des choses, que je rappelle, mon but n'est pas de faire de la polémique, le but c'est vraiment d'expliquer les problèmes que moi j'avais remarqués, qui pouvaient être causés par moi, et j'y reviendrai d'ailleurs à la fin de ce podcast, et de voir comment on peut essayer de vaincre ces problématiques. Il y avait un groupe par exemple de nains, qui était dans une association, qui était une association de nains, et les joueurs jouaient nains, et en fait, eux, leur optique, c'était que quel que soit l'univers dans lequel ils se retrouvaient, ils jouaient nains de la même manière. Effectivement, il y avait eu un très gros investissement de costumes, j'y reviendrai aussi par la suite, il y avait un très gros investissement de costumes, d'énergie, mais on était sur, entre guillemets, de la parodie de nains, type Seigneur des Anneaux, entre Seigneur des Anneaux et Warhammer Battle, mais c'était encore une fois une notion de parodie. Et donc, dans cet aspect de parodie, en fait, vous aviez les nains en face de vous, vous n'étiez pas face à des nains de Dark Fantasy, dans le sens où vous crachiez du sang, et eux, ils allaient très bien. Et on revient sur cette démonstration, ce parallèle que je mettais en place avec l'univers de Warhammer Battle, c'est-à-dire que, oui, certains peuples allaient très très bien. Et donc moi, quand j'ai commencé à constater ça, que j'ai commencé à constater que j'imposais des choses très importantes et très dures à mes joueurs, j'y reviendrai vraiment ensuite quand je vais aborder la description de cet univers tel qu'il m'avait été vendu vraiment, et que je voyais le résultat des autres à côté, oui, j'étais en train de me dire, ok, on n'est pas en train de jouer au même jeu, on n'est pas en train de décrire le même univers. Et cette phrase, on n'est pas en train de jouer au même jeu, elle est super importante pour moi parce que je l'ai entendue dans plein de jeux de rôle grandeur nature. C'est une phrase qui revient et qui est revenue et qui revient encore dans ce que j'entends et qui est toujours importante parce qu'en fait, quand la personne dit on ne joue pas au même jeu, c'est souvent avec un aspect un peu sombre, un peu de dire voilà, dommage en fait, moi j'étais venu pour jouer à ça et on joue pas à ça, et en fait c'est toujours cette perception de on va mettre des idées, on va mettre des principes dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent, et en fait la personne en face va pas avoir les mêmes images, pas avoir les mêmes idées. En fait si pour elle vous êtes en train de jouer au même jeu, ou en tout cas elle est en train de jouer à son jeu. Et donc tout ça, c'est une série de problématiques qui sont extrêmement complexes à mettre en place quand on est organisateur. Et donc moi, à ce moment-là, ce que je me dis, c'est bon, je vais aller discuter avec les organisateurs, je vais aller discuter avec les représentants chefs de l'univers, et c'est là où on arrive à un point qui était intéressant avec Dracarys, c'est que Dracarys avait défini des rôles, on va dire, de supérieurs hiérarchiques. Ces supérieurs hiérarchiques, qu'est-ce que c'était? C'était des gens qui étaient responsables de manière cohérente de grands pans de leurs notions. Vous aviez un organe référent univers, un organe référent règles, un organe référent logistique, un organe référent magie. Et donc chacun avait, on va dire, le pouvoir absolu sur ce qui se passait en dessous, et un nom était censé, ou en tout cas pouvait être définitif à partir de là. C'est une idée intéressante, c'est une notion un peu verticalisante, et je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se disent ouais, mais ça veut dire que c'est un travail bénévole et j'ai quand même un chef au-dessus de moi et le chef il a raison, quoi que je fasse, quoi que je dise. Je peux comprendre que ce soit un peu compliqué, mais en fait encore une fois le but c'est d'essayer de créer la cohérence dans l'univers. Et par rapport à ça, une des choses que j'ai vécues pendant les 3 premières années d'organisation de Dracarys, et je vous parle des 3 premières années, c'est-à-dire qu'encore une fois, je vous rappelle le podcast numéro 1, je n'interviens pas tout de suite. J'interviens à peu près 1 an et demi après le début, mais juste après les préinscriptions, donc on est 1 an avant le GN, donc on va dire que c'est moi, je suis quand même dans le haut de la vague pendant 2 ans et demi facilement sur l'univers de Dracarys, donc
je connais quand même ce qui s'y passe, je construis beaucoup de choses à ce moment-là, et je construis tellement de choses, j'y reviendrai dans d'autres podcasts, que effectivement, même encore aujourd'hui, des échos que j'ai eus d'épisodes qui sont arrivés après que je sois parti, beaucoup des travaux que j'ai faits étaient encore utilisés. Mais le but là, c'est pas de tirer la couverture à moi, c'est juste de dire, je sais de quoi je parle. Ou plutôt, je sais comment je parle de ça. Et en fait, ce qui se passe donc, c'est que à ce moment-là, je vais voir les orgas référents et je leur dis, mais attendez, moi j'ai un problème parce que moi, quand vous me dites Dark Fantasy, je dis, ok, mes joueurs vont cracher du sang. Et en fait, quand je regarde les autres, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le même modèle, on n'est pas sur le même niveau et il risque d'y avoir un déséquilibre. Alors, par rapport à cette notion de déséquilibre, il y a deux choses importantes. Je vais répondre les deux choses qui m'ont été répondues ce jour-là, mais je ne vais traiter qu'un seul des points. Pourquoi ? Parce que l'autre point, ce sera justement sur la troisième vidéo hors sujet qui sera l'équilibrage. Mais la première chose qu'on va me répondre à ce moment-là, c'est bah oui, mais le monde est déséquilibré, donc le GN aussi, c'est pas grave. Bon. Ça, je tiens à vous le dire, faites toujours attention avec ce genre de notions. Effectivement, notre monde réel est déséquilibré, effectivement, il n'y a pas d'équité entre les gens dans notre monde, je pense que tout le monde en a conscience. Dans un jeu de rôle grandeur nature, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez créer un déséquilibre entre les joueurs, mais ce déséquilibre ne doit pas se faire au détriment de l'amusement de chacun. C'est-à-dire que, en gros, vous devez faire un contrat explicite entre chaque joueur expliquant que, oui, à l'heure actuelle, telle personne, tu as l'impression qu'elle va bien, mais elle ne peut pas t'écraser d'un revers de la main pour son simple amusement. Je précise pour son simple amusement, c'est-à-dire que, je sais que j'ai dit que je reviendrai dans le troisième podcast, mais je veux juste faire un point là-dessus. Pour moi, vous ne devez jamais partir du principe que l'amusement d'un joueur, et je dis bien d'un joueur, prévaut sur l'ensemble des autres. Voilà, ça c'est quelque chose d'essentiel. Donc effectivement, le monde n'est pas juste, et le monde fantastique, fantasy, réaliste, quel que soit l'univers, enfin le genre auquel vous vouliez vous accoler, n'est pas obligé d'être unidimensionnel. Vous pouvez créer des déséquilibres, mais ces déséquilibres doivent être gérés. C'est-à-dire que vous devez comprendre, et les gens doivent tous comprendre que, bah oui, il y a effectivement des notions de déséquilibre, mais c'est pas parce que vous avez un déséquilibre que tout doit être déséquilibré, en fait. J'y reviendrai. Et la deuxième réponse qu'on va me dire, c'est sur l'explication de la Dark Fantasy, quand je vais dire, mais attendez, parce que je croyais qu'on était dans la Dark Fantasy, la réponse qui va m'être donnée, et je tiens à faire vraiment l'idée que c'est une citation, on va me dire oui, c'est un univers sombre et difficile, les joueurs n'ont que 2 points de vie. Je sais que la phrase en elle-même peut vous sortir un peu des choses, mais en fait à partir de là, on se rend compte que ce qui serait interprété ou interprétable à ce moment-là, c'est que moi, ce que je mets dans Dark Fantasy, c'est une couleur, c'est une image. Ce que la personne en face de moi aimait, c'est les souvenirs de ses propres GN, ou comme il va l'expliquer après, bah ouais, des gens pouvaient avoir 15, 20, 25, 100, jusqu'à 200 points de vie, et en fait se mettaient des coups d'épée à 35, 36 coups de points de dégâts, parce qu'en fait c'était des jeux à niveau, et que dès que tu augmentais de niveau, tu augmentais tes dégâts, etc. Et donc en fait la personne dit bah ouais mais nous on n'est pas comme ça, nous on est beaucoup plus terre à terre, et donc si on est terre à terre forcément c'est plus dur, et si c'est plus dur c'est sombre, et si c'est sombre c'est dark, et si c'est dark fantasy. Bon. La problématique de coller à un genre se base sur ça. Effectivement, coller à un genre, ça pose toujours le risque de se dire ok, ce que je vais définir maintenant va être vrai pour le reste du temps. Et donc, bah, vous imaginez bien que ça fait plusieurs mois que je travaille sur cet univers et que d'un coup, j'apprends que ce que je mettais dans l'imagerie sombre ne l'est pas du tout. Et donc, à partir de là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 solutions. Soit j'atténue les choses, bon gré mal gré, sachant qu'à ce moment-là, ce que je vais dire est un peu triste, hein, mais j'ai déjà commencé à envoyer des backgrounds. Soit je me dis, bon bah ok, on va essayer de faire comme on peut et on va essayer de tenir les fils et puis on se débrouillera en fait. Et ce côté de se dire bah c'est bon, je vais mettre les trucs bout à bout, je vais attacher 2 fils et ça tiendra. On va mettre un coup de scotch, un peu de colle et puis au pire ça passe. Ça c'est une chose que j'ai beaucoup ressenti tout au long de l'organisation de Drakiris et tout au long de toute organisation, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu roots
Ce côté un peu, bon, on va mettre un coup de peinture sur un truc qui craquelle, parce que bon, l'important c'est que ça tienne encore un peu. Et ça, je comprends, parce qu'il y a un problème de budget dans le GN, il y a un problème de temps dans le GN, il y a un problème d'énergie, et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé dans mon histoire et dans mon vécu personnel, justement sur les tournages de films, dans les tournages de séries, dans les tournages de tous les trucs amateurs, en fait. C'est ce moment où tu te dis, ok, on n'a pas ce qu'on voulait, mais on va le faire quand même et on va se démerder. Et puis tant pis, on va essayer de prendre des risques parce que de toute façon, l'important c'est que ça tienne encore juste 2 secondes, encore juste 3 secondes. Et c'est ça ce que va être pour moi l'expérience de Dracarys, c'est que ça va me remontrer que toute cette expérience que j'avais accumulée à côté, le côté justement débrouillardise, euh, démerde-toi un peu à la MacGyver continuellement, c'est un peu ça. Donc je vais partir de ce principe et je vais dire ok, bon, je vais pas reculer ce que j'avais prévu, parce que même en plus il y a une attente de la part de mes joueurs, puisque les joueurs aussi sont rentrés dans cette optique de Dark Fantasy. Et mais à ce moment-là, je me dis ok, je vais quand même le vendre comme ça, je vais quand même aller là-dedans, et puis tant pis, c'est pas grave, je verrai, je me débrouillerai. Mais ça rajoute de la pression. Maintenant, cette pression-là finira par des problématiques, mais vous voyez, déjà, il y a cette idée de j'ai vendu quelque chose à des gens, j'ai un poids personnel sur les épaules que je me mets aussi moi-même, et en fait, il faut aller jusqu'au bout, il faut que j'essaye d'aller au bout de cette vision qu'on me demande. C'est le moment maintenant de rentrer dans ce que c'est que l'univers de Dracarys, parce que j'en parle, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore fait de résumé de l'univers. Et donc, justement, sur cette fin de podcast, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce Dracarys. Donc Dracarys, à la base, c'est un jeu de plateau qui a fait un Kickstarter qui a moyennement marché de mémoire. C'est un wargame, une tentative de wargame dont le but est de faire plus ou moins, et il faut pas se mentir, hein, c'est le cas pour tous les wargames de fantasy, hein, un Warhammer à la française. Donc dès le départ, ils partent sur des orques, ils partent sur un peuple asiatique, ils partent sur plein de choses, mais leur Kickstarter ne fait pas le chiffre d'affaires attendu, et donc effectivement ils évoquent des choses qui vont gratter sur des post-it, mais ils vont pas trop s'y attarder, et ils vont vendre uniquement 4 peuples, les orques, l'Empire d'Irosia, les nains, alors qui ont un truc spécial, mais c'est des nains, et les elfes, je crois que ce sont les Avarènes, donc des elfes mercenaires à la peau blanche. Et donc c'est plus ou moins ça, c'est qu'ils vont réussir à vendre ces 4 trucs-là, ils vont en plus faire une alliance avec l'équipe de Noob à l'époque pour vendre des figurines d'un personnage de Noob. Donc voilà. Donc au départ c'est ça. C'est racheté par quelqu'un dont le nom ne sera pas cité ici, mais qu'on va traiter un petit peu comme Voldemort, c'est-à-dire celui dont le nom ne doit pas être prononcé, qui est un entrepreneur. J'y reviendrai, je pense, à un moment sur une anecdote, parce que cette anecdote-là me fait toujours sourire. Et donc cette personne, en fait, a racheté le jeu, et au moment où Dracarys GN, bien avant que j'arrive, veut se lancer dans un GN un peu masse, un peu gros et tout, ils se disent, bah, on va aller vers Dracarys GN, on va aller vers le jeu de figurines Dracarys, parce que bah, ça nous fera une charte d'images sympa, eux, ça leur fera de la publicité. Et en fait, il y a le côté gagnant-gagnant à tous les niveaux, et effectivement, il y a une négociation qui se fait dans ce sens-là, et à la limite, je comprends tout à fait le fonctionnement. Mais donc, vous imaginez bien que c'est un peu comme si demain, vous avez... alors, ne prenez pas la comparaison pour plus méchante qu'elle n'est, mais c'est un peu comme si vous avez les petits chevaux d'un côté, avec un plateau de petits chevaux, quoi, et que vous avez quelqu'un qui se dit, je vais écrire un jeu de rôle, les petits chevaux. Le personne qui écrit le jeu de rôle Les Petits Chevaux, il doit forcément d'abord, se poser plein de questions auxquelles il s'attendait pas, et 2, y répondre. Parce que en fait, il doit essayer de concevoir un univers, parce que les joueurs, ils vont se dire, mais il y a quoi en dehors du plateau, qu'est-ce que je fais, si ça, si machin et tout. Et donc c'est pas les mêmes questions, c'est pas la même ambiance de travail, c'est pas la même définition d'énergie et tout. Et donc effectivement, ce qui se passe à ce moment-là sur Dracarys, c'est que aujourd'hui, je pense que le GN Dracarys est beaucoup plus connu que le jeu de Wargame. Vous pouvez toujours l'acheter, hein, il est toujours en vente. Je me suis déjà dit un jour que peut-être par espèce d'esprit de nostalgie, je m'achèterais des figurines. Mais dans tous les cas, voilà, ça me fait un peu sourire, parce que effectivement, le GN est devenu beaucoup plus connu. Et donc, par contre, au niveau des informations qu'on a, c'est qu'on démarre sur le même point de démarrage qu'eux, c'est-à-dire une histoire à base de un dragon qui s'appelle Atora, se réveille après plusieurs siècles d'hibernation, en fait, près d'un empire qui s'appelle l'empire de Xiao, donc l'empire dont je vous avais parlé, un empire d'inspiration asiatique.
Et ce dragon, et ça attention, il faut bien que chacun se l'ancre dans la tête, appartient à une autre race de dragons, ils sont plusieurs et tout, mais lui, c'est la créature la plus puissante de cet univers. Et très concrètement, elle claque d'un doigt, elle peut faire n'importe quoi. Et la démonstration de force que va faire le dragon en se réveillant notamment, c'est il va aller à la capitale impériale de Xiao. Donc encore une fois, cette capitale impériale dont je reviendrai dans d'autres podcasts, parce qu'il y a aussi toute la génération des castes, etc. Mais bref, il va aller à cette capitale, il va l'élever dans les airs. C'est-à-dire qu'il voilà, il va faire flotter la cité impériale dans les airs. Et à partir de là, en fait, il va plus ou moins s'y installer et dire, bon, maintenant, tous ceux qui me sont inférieurs, mettez-vous à genoux ou je vous détruis. Et donc ça, c'est le préambule de départ de tout l'univers. Préambule de départ qui est extrêmement important pour mes joueurs, puisque ce sont des gens qui habitent dans cet empire de Xiao. Et quand je débarque, la première chose qu'on me dit, c'est le peuple sur lequel je vais le plus travailler, donc le peuple de Dharma. Je vous renvoie à l'épisode 1 pour les explications. Ce peuple de Dharma-là, en fait, c'est celui qui s'est le plus fait défoncer par le dragon. Donc, à partir de là, le dragon a utilisé, a employé toutes les méthodes qui étaient les siennes, puisqu'il n'est pas simplement tout seul, en plus il commence à avoir des partisans, il commence à avoir des armées, et charge à moi d'écrire tout ça. Ce qui est important pour la suite, parce que justement, en fait, là où je vais le plus travailler et je vais le plus m'impliquer en dehors de mon peuple sur ce premier opus, c'est sur la création et la conception d'Atora, puisque, comme je l'explique aux gens à ce moment-là, moi j'ai besoin d'expliquer qui est mon adversaire, j'ai besoin de comprendre qui est j'ai besoin de comprendre qui est l'adversaire de mes joueurs, pardon, plutôt que qui est mon adversaire. Lapsus non révélateur. J'ai besoin de comprendre qui est ce personnage, qui sont ses armées, qui sont ses forces en présence, de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Pourquoi ? Parce que même si les joueurs n'ont aucune chance de le vaincre sur l'opus 1, même si les joueurs n'ont aucune chance de le vaincre même pendant 20 ans de chronique, même s'il est immortel, moi je dois le savoir. Je dois pouvoir positionner ce personnage dans une trame, dans une existence. Je dois pénétrer son esprit pour savoir ce qu'il veut. Parce que s'il est tout puissant, qu'est-ce qui l'empêche, en fait, concrètement, d'arriver devant l'armée de mes joueurs, ou même devant mes joueurs, et de dire « Maintenant, t'es à moi, tu es mon pantin, et je suis ton maître ». Et donc, à partir de là, il va falloir que j'explicite, que je développe, que je construise complètement le plan d'Atora pour essayer de donner une chance à mes joueurs, non pas seulement de survivre, mais de continuer d'exister à l'état de personnage. Donc, chose un peu particulière, je vais rentrer dans la tête, dans la peau du plus grand méchant et la plus grosse créature de Drakiris. Et je ne le fais pas pour satisfaire un ego, je tiens à le dire tout de suite. Je le fais parce que je suis obligé de le faire à ce moment-là, puisque cet adversaire-là, il est en face de mes joueurs. Tous les autres vont avoir des problématiques, des affrontements, des machins, mais ce truc-là, cet objectif-là, c'est le premier point sur lequel mes joueurs vont se trouver. Et quand je vais arriver en disant « Ok, mais qui s'occupe de ça ?» Comme je l'expliquais dans le premier podcast, on va me dire « Personne. » Donc je vais dire « D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, la réponse qu'il va m'être donnée, c'est « Fais-le. » Et donc, à Torah, je vais travailler sur ce personnage. Je vais écrire son plan, son profil, son but. Je vais essayer de définir ses actions, justement dans cette optique de Dark Fantasy. Et donc, à partir de là, pour coller avec cette ambiance sombre, je vais lui créer un esprit retors. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un dieu. Effectivement, il est capable de raser des cités. Il en a fait la démonstration. Mais quel intérêt pour lui de dépenser de l'énergie, même minime, pour faire ça, alors qu'il pourrait tout simplement forcer les gens à se battre entre eux, et à la fin, finir le travail. En disant, vous qui avez survécu, vous êtes de toute façon pas assez puissant pour m'affronter. Voilà. Ça, c'est une première optique sur laquelle je vais aller, qui est l'optique la plus simple, la plus facile. La deuxième optique sur laquelle je vais aller, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu motiver une créature pareille pendant des siècles. Et en fait, ce que je développe au niveau de l'écrit au fur et à mesure du temps, c'est le fait de me dire, mais est-ce qu'une créature aussi invincible, aussi puissante, a besoin d'être vénérée tel un dieu ? Non, elle n'en a pas besoin. Mais, et ça c'est une projection qu'on a assez souvent, sans avoir le besoin, il y a cette optique que, au moins, si tu as peur de lui, il y a peu de chances que tu essayes de venir à le trahir. Et c'est une créature qui a des ennemis. J'en reparlerai plus tard, parce que notamment il y a aussi des notions un peu de spoiler
et je veux pas non plus que les gens qui écoutent ce podcast se retrouvent sans le vouloir se faire spoiler le récit et autres, mais il y a vraiment cette option, cette optique en moi à ce moment-là de me dire le personnage que je conçois, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps. Même si, effectivement, il peut avoir d'autres optiques, d'autres visions, c'est quelqu'un qui va prendre le temps. Et on va rejoindre une chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que, euh, et c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose d'assez commun dans la littérature classique, mais c'est un trope que, justement, j'ai du mal à faire comprendre à certaines personnes dans d'autres univers. Le fait que pour moi, plus une créature est puissante, plus elle est orgueilleuse. Plus elle est orgueilleuse, plus à partir de là, sa puissance peut être son principal défaut. Atora, il est invincible, il est immortel. Qui peut venir jusqu'à lui l'affronter? Personne. Personne parce que justement, il est une telle incarnation que de base, en 1 contre 1, il a de toute façon l'avantage. Mais étant donné qu'il est justement persuadé d'avoir des millénaires d'avance sur tout le monde, qu'il est le plus puissant, etc., à partir de là, en fait, il peut facilement être feinté. C'est des images qu'on retrouve beaucoup dans la littérature. Vous avez Smaug dans ce cas-là, par exemple, qui est le dragon le plus connu à ce niveau, mais vous en avez plein d'autres d'images comme ça, de monstres, de méchants, même de héros, qui sont tellement orgueilleux qu'ils vont réussir à se faire vaincre par la ruse, parce que justement, en fait, dans leur optique, c'est impossible d'être vaincu par des choses aussi faibles. Donc, aucun intérêt de se méfier particulièrement d'elle. Tu te méfies de quelqu'un qui peut vraiment te faire du mal, pas de quelqu'un qui ne peut pas. C'est un peu l'image éternelle de vous avez une araignée euh, en haut de dans votre chambre, dans un angle à peu près inatteignable. Vous considérez quoi? Vous n'allez pas foutre le feu à la pièce, sauf si comme moi vous êtes arachnophobe. Concrètement, vous allez la laisser là. Vous savez qu'elle est là. Elle ne vous fera aucun mal. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous fasse? Au pire du pire. Et donc voilà, si vous n'avez pas cette notion de peur à la base, vous allez la laisser vivre. Vous voyez des fourmis, vous pouvez certes les écraser. Mais bon, est-ce qu'elles vous dérangent plus que ça? Et qu'est-ce qu'elles peuvent vous faire au pire du pire? Le vrai problème, c'est si vous tombez dans leur fourmilière. Et si en fait les fourmis deviennent des fourmis rouges. Et si en fait d'un coup, vous n'en avez pas une centaine, voire même un millier face à vous, vous en avez des millions. C'est ça en fait le point qui peut être vincible d'Atora. Et c'est ça pour moi le point qui peut être vincible sur ce genre de créature. Donc voilà, c'est un peu toutes ces optiques que je mets en place à ce moment-là. Ce qui fait que donc à mes joueurs, je leur crée un challenge à la hauteur. Le problème, et là je terminerai par ce point-là, c'est que j'écris ce personnage pour être terrifiant, je fais comprendre à tous mes joueurs qu'il est terrifiant, et pour moi, tout le GN comprend qu'il est terrifiant. Et là, on arrive à un énorme problème. C'est-à-dire que, et ça je tiens à le spécifier parce que autant je veux pas citer des noms de responsables, etc. Autant là, je dois l'exprimer parce que pour moi, c'est une frustration que je retrouve dans plein d'autres jeux de rôle grandeur nature. Vous présentez un personnage que vous expliquez comme pouvant vaporiser l'univers. Si vous... Et je l'ai vu être écrit sur des pages et des pages, et je l'ai expliqué à des gens, mais des dizaines de fois. Mais vous avez ce syndrome, que j'appellerais le syndrome à la Rambo Dupontel, en l'honneur de ce sketch, c'est « Ah, pas peur ». Je vois un dragon en face de moi, ouais, j'ai pas peur. C'est bon, je m'en fous, pas de problème, je me le fais avec un couteau à petit-déj. Ce principe-là chez les joueurs de GN, de se dire « Mon personnage, lui, n'a pas peur ». Et je n'ai pas les arguments pour, parce que j'ai déjà joué des personnages comme ça, qui avaient dépensé des points et qui avaient juste des justifications et tout. Mais là, il n'y avait pas ce type de justification, il n'y avait pas un avantage qui mettait le personnage en situation de dire « tu es courageux à l'excès » ou alors « tu es complètement stupide ». Non, les joueurs ne veulent pas jouer des personnages faibles. Et quand je parle de faiblesse, je ne parle pas de faiblesse vis-à-vis de l'ensemble, je parle de faiblesse face à une créature divine. Non, il y a ce refus constant. Et c'est un défaut que je peux partager parfois. Mais le problème que j'ai vis-à-vis de ça, c'est le fait que il y a cette tendance un peu triste, en fait, à partir de là, à ce que vous puissiez jouer un personnage un peu stupide, que ce soit pas le cas de la personne en face de vous. Et en fait, toute cette logique fait que
à partir de là, quand vous allez vous retrouver dans la circonstance de devoir expliquer, alors attention, parce que face à vous, vous avez une créature qui est dangereuse, et que vous allez expliquer à vos joueurs, que vos joueurs vont tous le comprendre, et qu'ils vont tous aller voir les gens en disant « Bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider parce que nous avons une situation un peu insoluble, etc. » Et les joueurs en face vont leur répondre « Non, mais ça c'est bon, ça c'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas, on va juste envoyer une baliste et on va le tuer votre dragon. » Ça pose un souci. Parce que là, mes joueurs, en fait, se retrouvent traités comme des crétins et des lâches. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ils n'ont pas vu le dragon et tout. Et c'est là où on va arriver à un stade qui est pour moi le seul moment où je vais faire un petit bond en avant, c'est-à-dire que sur le deuxième opus, les joueurs sur le premier avaient réussi à convaincre une armée de venir les aider. Armée qui avait attaqué directement à Thora et qui avait été raillée de la carte en l'espace de quelques secondes. Et on avait écrit dans les backgrounds des joueurs « Bonjour, votre armée a été rayée de la carte en quelques secondes. » Et les personnages étaient là en disant « C'est pas grave, on se le fera quand même. » Et en fait, plutôt que d'y voir un aspect de résistance, il y avait cette espèce d'aspect bravache qui perdait en fait l'ensemble de la peinture de l'univers. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi de nombreuses fois, c'est-à-dire ce moment où en fait, à force d'avoir des gens bravaches face à vous, et ça, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je le dis en fait. On a ce genre de choses où en fait, on arrive à force d'avoir quelqu'un en face de vous qui va réagir comme si c'était le rock invincible qu'il prétend être, bah vous allez arrêter de vouloir jouer. Et en fait, il va vous contaminer avec cette espèce de faux RP et tout. Et donc, d'un univers de Dark Fantasy, cet univers, en tout cas tel qu'il était défendu et tel qu'il était prétendu à l'époque, on est arrivé à un univers beaucoup plus plat, beaucoup plus asymétrique, où en fait il y avait une partie des joueurs qui étaient dans une espèce de parodie un peu Camelot, quoi. Et de l'autre, des gens qui étaient dans une espèce de fantaisie un peu banale, un peu bateau. Et pour moi, ça a été un des clous dans le cercueil de Dracarys dès la première année. C'est-à-dire que, effectivement, les gens ne jouaient pas au même jeu, les gens n'avaient pas la même idée de ce qu'ils défendaient. Et je pense que c'est ça qui a nui beaucoup à l'imagerie globale. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode 2. Ça fait déjà 40 minutes, je vois, plus de 40 minutes. Donc merci déjà d'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à partager. Alors, pas forcément ce podcast, parce que c'est pas forcément le truc que j'ai... Enfin, vous pouvez bien sûr, hein, mais je pense que c'est pas le truc le plus intéressant que je fais. N'hésitez pas à aller écouter le podcast sur Superman, parce que je l'aime bien. N'hésitez pas à partager les épisodes de Litérol, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch. Pour le moment je la mets un petit peu en pause si vous écoutez ça directement quand je le sors, mais voilà. Et je vous retrouve prochainement pour donc l'épisode 3, je pense, de ce hors-sujet que je posterai dans un autre mois. Je ferai aussi un autre podcast sur l'instant carrément pas nécessaire. Et puis je commencerai à monter un peu les parties de jeux de rôle en ligne. Bref, pas mal de choses qui vont se passer sur la chaîne YouTube et sur Spotify. Je ne délaisse pas Spotify pour autant, j'ai toujours des trucs que je vais y mettre, et donc voilà. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à vraiment bientôt pour la suite. Merci beaucoup à toutes et à tous et n'hésitez pas à partager.